Ce matin, Christophe Gueugnaud et Youmni Kezou font rencontrer Alice Diop dans un cinéma bien sûr fermé du 5e arrondissement de Paris, la Filmothèque de Jean-Max et François Causse. Le film est né d'un livre que j'ai lu il y a maintenant, que j'avais lu il y a une dizaine d'années. Ce livre, c'est Les Passagères du Jurassic Express de l'écrivain et l'éditeur François Maspero. Et c'est un livre qui raconte une randonnée que François Maspero a faite avec Anaïk Frank, une photographe, le long du RER B. Et donc, il a traversé pendant 2 mois, comme ça, en s'arrêtant, en ayant pour principe, comme ça, de s'arrêter chaque jour à une gare. Et il raconte, en fait, à la fois l'histoire des lieux, l'histoire des gens. Il fait le récit, en fait, de la vie de gens qui vivent autour de cette ligne. Il fait des arrêts aussi dans des lieux d'histoire extrêmement symboliques, comme le mémorial de Drancy, la basilique de Saint-Denis, ou même c'est Aubervilliers. Enfin, il y avait toute une partie très, très belle sur le Aubervilliers, où j'ai appris que Laval était le maire d'Aubervilliers. Je ne savais pas du tout. Donc voilà, c'est un livre à la fois extrêmement érudit, un livre extrêmement littéraire, très sensible. Et moi, c'était la première fois que je voyais la banlieue en fait entrer dans la littérature, enfin de cette manière-là, quoi, qui est dite en tout cas par les mots d'un écrivain, par les mots de littérature. Et tout d'un coup, Maspero décloisonnait cet imaginaire de la banlieue qui était enfermé dans un récit journalistique, sociologique. Et ça, c'était très, très heureux pour moi quand je l'ai lu. C'est une ligne qui est très importante pour moi, enfin qui est très intime, parce que c'est une ligne où j'ai habité, où j'ai grandi au 3000, à Aulnay-sous-Bois. Donc c'est une ligne que je connais extrêmement bien. Je pense que j'aurais pas fait le même film si ça avait été agi de la ligne B ou de la ligne A. Mais là, il s'avère qu'il y avait ce livre, il s'avère que c'est une ligne qui a une résonance dans ma vie, et que la traversée, c'était une manière de revisiter des lieux que j'avais habités, que je connaissais très bien. Mais j'avais envie d'avoir l'humilité de me laisser aller à cette nouveauté, à cet inconnu. Et c'était presque un acte politique de résistance à tout ce qu'on entendait alors, c'est-à-dire où la banlieue était convoquée à tout va par des experts autoproclamés qui en faisaient un mot devenu creux, un mot valise, mais qui était désossé de l'extérieur, mais pas en fait éprouvé de l'intérieur. Et j'avais envie de mettre du sensible là où on ne mettait que des discours tout faits, quoi. Et donc, pour ce faire, vous avez vous-même refait le trajet de Maspero. Exactement. C'est-à-dire que je suis partie pendant aussi 2 mois, avec la même liberté et la même légèreté. C'est-à-dire que je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis partie, non pas... donc, j'avais pas de caméra, j'avais juste un carnet de notes. Et je suis partie, non pas avec un photographe, mais avec un aquarelliste que j'avais rencontré quelques temps auparavant, qui s'appelle Benoît Perruque. Et on est partis tous les deux. Et en fait, lui, il connaissait pas du tout cet univers-là. Et moi, je le connaissais mieux, mais en même temps, j'habite plus du tout, même si je suis toujours en banlieue, j'habite plus à Aulnay. Donc, j'ai revisité en fait des lieux connus, mais que je revoyais de façon complètement différemment, à un autre endroit, à une autre place. Et donc, on a fait comme ça 2 sessions de voyage, sans rentrer jamais chez nous. Donc, en dormant sur place, en étant dans des hôtels, comme faisait Maspero. Et voilà, j'ai écrit énormément de notes, j'ai fait énormément de rencontres, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vu, en fait, de façon extrêmement sensible, des choses que j'avais du mal à raconter par les mots. Et en fait, je me suis dit que ce qui m'avait fondamentalement touchée dans l'œuvre de Maspero, c'était, au fond, la littérature. Et je m'étais dit que ce que je devais arriver à faire, c'était de créer des images de cinéma à l'endroit où lui, en fait, faisait de la littérature, et que c'était à partir de l'expérience sensible du cinéma que j'allais peut-être raconter quelque chose que mes mots auraient sans doute enfermé, et que voilà, il y avait une manière de sortir du discours, en fait, et d'utiliser, et ça, je l'ai vraiment éprouvé durant ce voyage. Et donc voilà, le film est né comme ça, dans cette liberté-là. Et comment vous avez trouvé ou choisi, ou comment vous êtes tombé sur vos personnages dans le film? Par pur hasard. Vraiment, en fait, ce qui était très important pour moi, c'est que je ne voulais pas réduire en fait la démarche de Maspero à une méthode sociologique. Et donc d'enfermer des gens, et que les gens soient des porte-parole soit des archétypes sociaux, ou soit des porte-parole de leurs conditions. Ça, je voulais pas du tout. Ça, c'est vraiment parce qu'encore une fois, voilà, c'est un livre, c'est de la littérature. C'est vraiment pas un ouvrage sociologique. Et pour moi, en faire un ouvrage sociologique, c'était presque dénaturer le message et presque la poésie et la poésie politique du livre, en fait. Et du coup, moi, je savais que je voulais pas faire ça. Donc, une compilation de gens qui étaient censés représenter un archétype social.
Mais donc j'ai fait des rencontres. Ismaël, j'ai rencontré dans une casse. Il vivait à l'époque sous le pont de la A86 avec d'autres sans-papiers migrants dans un garage de voitures et de camions complètement brinque-ballant. Et voilà, j'ai trouvé ce lieu, j'ai trouvé ces gens. Je me suis invitée, ils m'ont accueilli, on a bu une bière et je suis restée 3 jours. Et en fait, c'est comme ça que Ismaël, c'est devenu quelqu'un qui est très important pour moi, dont la rencontre, en fait, préexiste et se poursuit au-delà du film. C'est vraiment devenu un ami. Et voilà, donc j'ai fait vraiment des rencontres. Et je crois que, d'ailleurs, tous mes films partent avant tout de rencontres. C'est des gens que je continue à voir après. C'est des gens qui sont rentrés dans ma vie, enfin, qui rentrent dans mes films et qui ensuite sortent de mes films mais sont toujours dans ma vie. Et donc voilà, Ismaël, je l'ai rencontré comme ça. Bon, ma sœur, je savais que j'avais l'intuition j'avais jamais suivi son travail, mais j'avais l'intuition comme ça que la suivre dans sa tournée quotidienne, c'était une manière de rentrer dans des intérieurs de Petits Blancs, des pavillons à Drancy que je n'aurais pas pu voir par ailleurs. Et donc donc j'ai fait une semaine pour le coup, je suis allée dormir chez elle pendant une semaine, mais pendant une semaine, je l'ai suivie dans le cadre de ce premier voyage avec Benoît. Je coupe, elle est soignante. Hein, elle est infirmière. Elle est infirmière à Drancy. Et j'ai été bouleversée par tout ce que la suivre m'a fait entreapercevoir. J'ai été aussi très émue par sa sensibilité, par la douceur, par le soin qu'elle apporte à ces gens, parce que c'est souvent la seule personne qui va de la journée. Et des gens, c'était très beau, parce qu'il y a beaucoup de ces patients enfin, il y en a 1 ou 2 qui votaient Front National et qui pourtant la regardaient comme le Messie dès qu'elle arrivait chaque jour, parce que c'était les 15 ou 20 minutes où ils allaient parler avec quelqu'un, quoi. Donc il y avait comme ça des choses assez bouleversantes, et la solitude de ces personnes âgées, l'abandon, enfin il y avait quelque chose aussi que j'éprouvais d'une réalité aussi sociale et politique à travers elles, sans utiliser le discours, et qui se voyait de façon hyper sensible. Donc voilà, ça c'était une intuition d'Aïe. J'ai passé quasiment un mois à randonner entre Sevran-Bedotte, on va dire, et Saint-Denis. Et j'ai vu énormément de choses. Il m'est arrivé des aventures extraordinaires. J'ai rencontré des gens. Enfin, les gens venaient à moi de façon hyper naturelle. Et je crois qu'à la fois parce qu'il y avait quelque chose de familier, en fait. Et donc, c'était à la fois que j'étais comme eux et qu'il y avait quelque chose de commun, de familier. Et en même temps, il y avait quelque chose où je suis extérieure. C'est-à-dire que je pense que quand on marche dans ces endroits où personne ne marche, personne ne marche en banlieue, personne ne randonne, personne ne va voir ces lieux parce que pour la beauté d'aller y voir. C'est la banlieue, on la quitte, on part d'un point A à un point B, on va vers Paris, mais on ne randonne pas. Donc je pense que la manière ma façon d'arpenter les lieux m'a sans doute rendu beaucoup plus disponible à la rencontre. Et j'étais très étonnée de la manière très naturelle et très simple avec laquelle les gens venaient se déposer quelque chose, venaient se confier à moi. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres, je suis passée beaucoup de temps avec Ismaël, j'étais dans des parcs, enfin vraiment j'ai vécu des aventures et des rencontres extrêmement belles. Et quand je suis allée dans le sud, là tout d'un coup, je ne rencontrais plus personne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment j'ai vraiment éprouvé dans mon corps que voilà, que tout était différent. Déjà, c'est des lieux qui sont beaucoup moins investis à l'extérieur. Les gens vivent dans leurs appartements, enfin dans leur maison. Il y a beaucoup moins de possibilités de la rencontre. Il y a beaucoup moins il n'y a pas une occupation de l'espace comme on peut y avoir dans le Nord. Donc je pense que ça, c'était aussi une donnée de la non-rencontre. Et puis il y avait sans doute autre chose, plein d'autres choses. Mais le fait est, c'est qu'on s'est beaucoup ennuyé entre Gentilly et la vallée de Chevreuse. Même si c'est très beau, hein, franchement, il y a des endroits extrêmement... Mais tout d'un coup, il y avait totalement le déficit total du rapport aux autres, du rapport humain. J'avais beaucoup plus aussi de difficultés à nouer des liens avec les autres. Et il y a aussi un autre aspect du film, c'est qu'en fait, vous racontez aussi votre passé, enfin, dans le sens où il y a quand même toute une réflexion autour de vos parents aussi dans le film. Pourquoi ça vous a semblé nécessaire... Enfin, pourquoi vous avez décidé de les mettre dans ce film? En fait, le projet du film, c'est quand même cette question du nous. C'est de dire, au fond, qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'on fabrique ensemble, qu'est-ce qu'on fabrique les uns les autres, et qu'est-ce que c'est qu'une communauté, qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qu'une société, qu'est-ce que c'est que la banlieue. Enfin, c'est vraiment, il y a des cercles comme ça concentriques, ça part de la banlieue finalement à la région, et puis de la région à une société. Enfin, il y a vraiment cette idée d'affronter cette question de qu'est-ce que le nous. Et moi, je fais partie du nous. L'histoire de mes parents font partie de ce nous. J'ai grandi sur cette ligne. Effectivement, je pense que
intuitivement et instinctivement, si ce film m'a parlé, c'est qu'il traversait une histoire qui m'était extrêmement familière et personnelle. Maspero va au 3000 en 1989 alors que j'ai 8 ans et que dans le livre, il fait la photo d'une petite fille de 8 ans prise devant le galion qui jouxtait mon appartement, l'immeuble où j'ai habité. Et quand j'ai lu le livre, je pensais que c'était moi. J'ai eu un instant où j'étais hyper saisie. Je me suis dit que c'était moi. J'ai refermé le livre comme ça. D'ailleurs, et je l'ai repris quelques années après, tellement l'image de cette petite fille m'a vraiment frappée. Donc, il y a plein de raisons intimes, inconscientes, qui fait que voilà, cette idée d'adapter ce livre, forcément, elle traversait des questions hyper personnelles. Il y a aussi l'idée que, comme je le disais au début, je ne voulais pas en faire une espèce de compilation de personnages sociologiques, en fait, d'une traversée que sociologique. Et le fait de m'inscrire dedans, je sentais que c'était aussi une manière d'échapper à ça. C'était aussi une manière de m'inscrire dans ce projet du nous, d'inscrire ma famille. Et j'ai beaucoup résisté, en fait. C'est marrant, j'en parle pas spontanément parce que c'est quelque chose dont j'ai toujours su à l'écriture que ça allait être nécessaire pour faire le lien entre toutes ces histoires et que c'était pas un collier de perles comme ça de 1 + 1 + 1, mais que le lien, en fait, c'est un film sur le regard, sur mon regard et sur la manière dont je traverse ces lieux-là, ces lieux que j'ai habités, ces lieux que j'ai connus, ces lieux que je ne connais pas. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement intime, même sans mes archives, mais je savais que cette question, elle allait faire sens et que la nécessité de ce film, c'était de s'interroger sur le nous, mais c'était aussi de donner une existence cinématographique à des gens qu'on ne regardait pas. Et voilà, mes parents sont morts très jeunes, enfin, comme ma mère quand j'avais 17 ans, mon père un peu plus tard, j'en avais 24, mais j'ai toujours été extrêmement peinée qu'il y ait si peu de traces filmées d'eux, qu'il n'existe si peu, et que plus que ça, que moi-même, je n'en faisais pas le récit. C'est-à-dire que j'ai très peu raconté, je raconte très peu ma vie, même avec mes sœurs, même avec mon fils. Je lui ai très, très peu raconté quel enfant j'ai été, dans quelle famille j'ai grandi. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de ne pas le dire, c'était pas qu'une histoire intime, c'est une histoire collective. C'est que j'ai l'impression que, et c'est précisément pour ça que je fais des films, c'est que j'ai l'impression qu'on grandit avec l'idée que nos vies n'ont pas droit au récit parce qu'elles n'ont pas de valeur, en fait. On grandit avec l'idée que voilà, il n'y a pas de nécessité de faire le récit de nos vies parce que ces vies-là n'ont pas de valeur. Et je sentais au fond que ce film avait à voir avec ça, que c'était une manière de traverser la banlieue, cette façon de collecter des récits, de collecter la mémoire et la trace de ces gens que j'ai vus, avec qui j'ai grandi. Elle participe de cette nécessité politique de la faire accéder au registre symbolique. Mais plus que ça, c'était aussi une manière de les faire rentrer, de les inscrire dans l'histoire de France et de dire que ces mémoires, que ces récits, eh ben, ils s'additionnent aux récits plus légitimes, aux récits plus officiels. Vous avez été récompensé à Berlin, vous aviez déjà été récompensé au César en France. Est-ce que vous sentez que le regard qu'on porte sur vous en tant que cinéaste change aussi? La récompense à Berlin, là où elle me touche profondément, c'est que j'ai l'impression qu'on s'adresse effectivement à la cinéaste. C'est une récompense qui vient récompenser en tout cas une cinéaste et pas parce que la question de la banlieue, quand on est en fait primé par des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Argentine, c'est pas du tout la même question qu'en France. Et c'est vrai que ce qui est fabuleux et ce qui est très signifiant aussi, c'est que je reçois en fait les articles de presse, de la presse internationale, de la presse américaine, de la presse anglaise, allemande, italienne, et le retour sur le film, enfin il n'est pas du tout le même qu'en France. Où effectivement, alors ça dépend, mais c'est vrai que la question de la banlieusarde qui fait des films, elle est extrêmement présente en France, quoi. C'est très compliqué. Et pendant les Césars, moi j'ai dû, c'est pour ça que je fais très attention à où je m'exprime, à comment je m'exprime et à quel endroit je m'exprime. Moi j'ai envie de m'exprimer à l'endroit du cinéma, ce qu'on m'a énormément refusé en France, c'est-à-dire qu'après les Césars, j'étais invitée dans des émissions, dans des plateaux pour parler de la banlieue, pour parler des violences policières. Enfin, bien sûr que c'est des choses c'est des thèmes, des sujets qui me sont extrêmement chers et qui sont très importantes pour moi, et pas que depuis 1 an, mais depuis 20 ans. Enfin, et je pense que mon cinéma en témoigne, mais je veux en parler à partir des formes que je tente et que je veux et que j'aspire à créer, et pas à l'endroit du discours. Et ça, c'est quelque chose qui est refusé. C'est-à-dire que la question de la cinéaste de la banlieue, au fond, c'est là où on m'a enfermé, là où je pense qu'on pourrait encore m'enfermer encore. Mais j'ai l'impression que ce prix va créer quelque chose qui va venir troubler cette question-là. Et
en même temps, donc moi j'ai toujours refusé de prendre cette étiquette de cinéaste de la banlieue, parce que dans cinéaste de la banlieue, j'entends le sujet, j'entends la banlieue, j'entends pas la cinéaste. Je veux dire, il y a une cinéaste que j'admire profondément qui s'appelle Claire Denis, qui a fait énormément de films en banlieue. Jamais on lui a collé cette étiquette-là. Enfin, je veux dire, donc on la colle uniquement à des Noirs et des Arabes qui, comme moi, sont venus en France. Et d'ailleurs, c'est toujours la première chose que les critiques disent de moi, c'est que j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Et comme si ça devait dire tout de moi et tout de mon cinéma. Alors que je pense que des cinéastes qui ont grandi comme moi dans des quartiers populaires, nous sommes très différents, on fait des films très différents. Il va y avoir les Césars à la fin de la semaine. L'année dernière, ils ont été marqués notamment par le mouvement MeToo. Quel regard vous portez, vous, sur justement une industrie dont vous faites partie par rapport à ces questions-là? Est-ce que vous pensez que ça évolue? Est-ce que ça évolue assez vite? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de coups de pied dans la fourmilière à mettre? Ça évolue. Moi, effectivement, la cérémonie de l'année dernière était assez consternante et assez déplorable à plus d'un titre. Et l'Académie, enfin, il y a eu, enfin, après, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. L'Académie a été complètement refondée, je pense, pour le mieux, en ayant en tête les questions de la parité et je crois les questions de la diversité, mais peut-être, enfin, je n'ai pas l'organigramme du nouveau conseil d'administration, mais en tout cas, cette nécessité de faire entrer d'autres gens, de faire entrer des femmes, et pas que des femmes, des gens qui viennent aussi de ce qu'on a appelé la diversité, parce que je ne sais pas quel autre mot trouver, mais en tout cas qui n'appartiennent pas en fait à la grande bourgeoisie blanche parisienne. Je crois qu'il y a quelque chose qui en marche. Après, est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Là, j'ai regardé la photographie des nommés. Voilà, c'est quand même toujours très, très, très homogène. Et je pense que c'est vraiment au-delà des Césars, c'est une démarche volontaire, mais même au-delà même du cinéma, c'est de la nécessité que nos vies, que nos histoires, que nos récits, en fait, viennent enrichir le récit national. Pour moi, c'est une question politique. Et c'est dans le champ du cinéma, dans le champ de la littérature, dans le champ du journalisme, ça participe à un même mouvement, en fait, de la nécessité de complexifier le regard que nous, Français, avons de notre propre pays, en fait, et d'une certaine manière, de se rendre compte de qui a le droit, qui a la légitimité du récit, et qui sont les récits qui nous manquent, et comment ces récits qui nous manquent, en fait, sont un manque dans la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Les cinémas sont fermés, la culture est mise sous cloche. Est-ce que ça vous inquiète? Plus que m'inquiéter, ça me déprime, ça me révolte. Là, j'ai pris le train encore une fois pour venir. Le RER B était complètement bondé. Et les gens avaient des masques et on était collés les uns contre les autres. Et je ne comprends pas pourquoi ce cinéma est vide alors qu'on pourrait tout à fait être à 3 sièges. Donc ça m'inquiète, ça m'assèche aussi intellectuellement, ça m'assèche artistiquement, ça me peine en tant que cinéaste. C'est-à-dire, effectivement, mon film est passé à Berlin et en fait, il ne sera pas né dans la coprésence de gens réunis dans une même pièce pour le voir sur un écran projeté. Et j'aurais pas pu en fait vibrer en fait de la présence des gens et sentir la manière dont le film était perçu. Ça, c'est quelque chose de... Voilà, je ne peux rien maîtriser, je ne peux pas et pour moi, en plus, c'est vraiment un film qui est fait pour la salle de cinéma. C'est vraiment un film qui est fait, qui a été quasiment pensé et construit et monté pour que les gens prennent le temps de regarder, pour qu'ils se posent, pour qu'ils se laissent traverser pendant 2 heures par ce film. Et j'ai l'impression que dans ces perturbations-là, dans le voir sur un écran d'ordinateur, c'est vrai que c'est très étrange. Mais bon, après, ça, c'est ce que je vis. Et heureusement, et j'espère que le film sera vu. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça devient de plus en plus révoltant, cette impossibilité qu'on a de vibrer, de nous laisser transporter par des œuvres. Moi, j'en souffre énormément. Vraiment, j'en souffre à tel point que ça attaque même mon désir de faire des films parfois. Tellement ça n'a plus de sens. Il y a quelque chose d'une perte de sens. Et ça, je trouve que cette manière de nous assécher, je trouve qu'elle est politique et elle m'inquiète. Vraiment, je
je me pose de plus en plus la question. Oui, bien sûr qu'il y a le respect des règles sanitaires. Oui, bien sûr qu'il y a ce virus et personne ne conteste la réalité, la violence et la difficulté de gérer une pandémie pareille. Mais quand même, cette culture mise sous cloche pendant tant de temps, je me demande politiquement à quoi ça peut servir. Tu vois, de nous endormir, de nous zombifier comme ça, ça commence vraiment à m'inquiéter parce que moi-même, je me sens zombifiée. Donc je me dis, bah, c'est fou, quoi. Je me sens pas la capacité de révolte, la capacité d'émotion, la capacité de résistance, d'action aussi qu'on peut avoir devant un film, devant une œuvre. Elle est quand même formidable et c'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit vivre ensemble. On doit pouvoir s'en parler, on doit pouvoir se galvaniser à travers ça. Et tout ça nous est absolument refusé. Je trouve que ça devient dangereux, en fait. Ça devient dangereux et psychiquement, et socialement, et politiquement.